Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Belle Providence. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle première vidéo où je vais aborder le sujet des êtres de la nature, aussi appelés les élémentaux de la Terre. Ici, cette vidéo n'a pas pour but d'être une vérité parce que je ne me considère pas comme étant dotée de la vérité. Et d'ailleurs, si cela ne résonne pas avec vous, c'est tout à fait ok. Il existe tellement de sortes d'êtres de la nature qu'on peut très bien ne pas avoir les mêmes rencontres, tout simplement. Et aussi dans cette vidéo, j'ai décidé uniquement d'aborder les êtres de la nature dits bienveillants, c'est-à-dire ceux qui font partie de la lumière. Mais comme pour tout dans la vie, il existe aussi l'opposé puisque tout est polarité sur cette terre. Alors j'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite un très très bon visionnage. Qui sont les êtres de la forêt, aussi appelés les élémentaux de la terre? Où les trouve-t-on? Ce sont des petites créatures magiques qui vivent avec nous depuis des millénaires. On les retrouve dans des jardins, dans des forêts, dans des clairières, dans des grottes, dans des roches. Enfin, on peut vraiment les retrouver un peu partout dans la nature. Et voici une liste non exhaustive d'élémentaux de la forêt dont je peux vous parler car je les ai rencontrés. Alors, tout d'abord, il y a les elfes. Dans la mythologie celtique, ce sont des divinités mineures. Ce sont les créatures qui ressemblent le plus aux êtres humains. Pour vous les décrire un peu, la plupart du temps, ils sont petits et fins. Et au sein de la forêt, ils exécutent divers travaux et ont des rôles en tout genre. Ce sont d'ailleurs les plus polyvalents. Ils gèrent beaucoup la cohésion des peuples invisibles entre autres. Ensuite, il y a les farfadets ou appelés aussi les prochaines. Ils sont très présents en Irlande. C'est la fameuse créature qui, selon la légende, se situe au bout de l'arc-en-ciel avec un pot en or. Pour vous les décrire quelque peu, ils ont souvent des cheveux orange, vêtus de vert, et pour les hommes, ils arborent une longue barbe. Ils sont très enfantins, ils dégagent quelque chose de très innocent, ils protègent les enfants et la forêt. Ils sont aussi très blagueurs et aiment bien faire des farces aux humains. Pour continuer, je vais vous parler des fées. À l'inverse de ce que l'on peut croire, il y a des fées hommes comme des fées femmes. Les fées ont des ailes, ce sont des créatures belles, charmantes, pleines de grâce et d'élégance. Elles symbolisent d'ailleurs la légèreté. Ce sont aussi les protectrices des animaux et des fleurs. J'ai également la croyance que les libellules et papillons que l'on voit sont des fées qui ont pris une apparence physique. Par ailleurs, vous pouvez voir sur cette série de 5 clichés représentant des fées réalisés par Elsie Wright et Franz Griffiths au début du XXe siècle. Ce sont des photos très populaires qui ont créé une grosse polémique lors de leur sortie. Il y a également cette photographie de John Hyatt, prise il y a quelques années en Angleterre. Info au détox, je vous laisse en juger. De mon côté, je crois vraiment que la photo du professeur John Hyatt est réelle. Elle représente bien l'apparence d'une fée. Concernant celle des deux jeunes femmes, j'ai mes doutes. Ça n'empêche qu'on peut tout de même se laisser aller à la magie et accepter que ça reste très intriguant. Ensuite, il y a les gnomes. Ce sont les créatures qui ressemblent à des nains de jardin. Ils ont de longues barbes blanches, ils travaillent souvent sous la terre et réalisent des travaux miniers. Pour finir, il y a les lutins. Ils ont toutes sortes d'apparences. Ils ressemblent aussi aux hommes, mais pas autant que les elfes. Ils fabriquent et réparent des objets, et ce sont pour autant ceux qui vont le plus facilement vers les humains. Ils sont souvent vêtus de vert comme pour les leprechauns, ou de rouge, et ont une apparence très enfantine. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à vous partager. Est-ce que vous saviez qu'en Islande, les êtres de la nature disposent d'une protection juridique ? Avant l'achat d'un terrain ou la construction d'une route, il est couramment convenu de faire appel à un ou à une médium afin de vérifier que le projet n'entravera pas sur une habitation d'êtres de la nature. Pourquoi est-ce qu'on le démocratise pas non plus en France ? Pourquoi est-ce qu'on estime que le coronavirus c'est une histoire aussi importante et pas ça en fait ? Où trouve-t-on leur origine et dans quels contes ou légendes en a-t-on réellement entendu parler ? Historiquement, il est difficile de dater leur apparition, car on manque vraiment de récits. Cela dit, je pense qu'ils existent depuis des millénaires, tout comme nous. En faisant des recherches sur le sujet, les sources sont assez diverses, les informations de même. Certains articles et documentaires vont dater leur apparition au XIIe siècle. Pourtant, certaines légendes remontent au 1er siècle après Jésus-Christ. D'autres sources affirment également qu'on aurait retrouvé des traces de leur existence à la préhistoire. De ce fait, je ne peux pas poser de temporalité précise. Je ne peux que faire des suppositions et je vous laisse également vous faire les vôtres selon ce qui résonne en vous et ce en quoi vous croyez.
je vais tout de même vous raconter 3 légendes. On retrouve les fées dans la légende du roi Arthur, avec la fée Viviane dans la forêt de Brocéliande en Bretagne. Cette légende aurait eu lieu au 5e siècle environ. Selon celle-ci, cette dernière aurait donné l'épée d'Excalibur au roi Arthur. Un jour, elle aurait rencontré Merlin l'enchanteur près de la fontaine de Barenton. Tous deux tombèrent amoureux l'un de l'autre. Merlin, dans sa folie amoureuse, lui aurait appris tous ses secrets ainsi que sa magie. Viviane, désirant un amour exclusif de la part de Merlin, elle l'aurait envoûté près de la fontaine de Jouvence afin que ce dernier rajeunisse et soit éternel. Ensuite, elle l'aurait envoûté lors de son sommeil et l'aurait enfermé dans une tour de verre à tout jamais. L'enchanteur y serait encore aujourd'hui coincé, mais serait tout de même heureux car leur amour demeure. Comme quoi, même les figures légendaires peuvent être cons par amour et être des gros dépendants affectifs. On retrouve également les Korrigans en Bretagne, qui ressemblent aux lutins. Ils sont présents sur le château de Dinan. C'est une légende celtique qui n'est pas très gaie, on peut le dire, vous allez le voir. Les Korrigans sont les gardiens des trésors des collines. Ils sont extrêmement riches. Ils auraient une magnifique chevelure, ainsi que des yeux rouges lumineux pour ensorceler les mortels. Parfois bienveillants ou malveillants, tout dépend de la manière dont ils sont traités. S'ils sont traités d'une manière qui leur convient, ils témoigneront de la bienveillance et rendront beaucoup de services. Mais il est aussi raconté qu'à l'arrivée du printemps, les Korrigans appelleraient les mortels à la tombée de la nuit pour les faire venir autour d'un feu. Et, si le mortel invité se joint au rituel, il serait entraîné dans un piège et finirait tué ou envoyé dans une caverne souterraine. D'autres sources racontent aussi qu'ils ne sont qu'espiègles et ne cherchent qu'à faire des petites farces mignonnes en proposant des défis aux mortels. Si la personne concernée réussit le défi, elle se verra réaliser le vœu de son choix. Mais, si elle n'y parvient pas, des pièges mortels se présenteront et celle-ci aura le droit à aller dans une prison sous terre sans moyen de délivrance. Alors, ça dit de venir avec moi rencontrer les Korrigans et faire face à une mort presque certaine ? On retrouve les léprechauns en Irlande, qui sont des petits êtres d'apparence âgée vêtus d'un manteau vert. La plupart des légendes qui évoquent le sujet datent du 8e siècle après Jésus-Christ. Selon le mythe, si vous capturez un léprechaun, il vous permettrait d'exaucer 3 de vos vœux si vous acceptez de le laisser partir après leur réalisation. Il garderait également des trésors et un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Cependant, ils sont tout aussi réputés pour être de très grands farceurs. Ainsi, l'idée du pot d'or au bout de l'arc-en-ciel serait potentiellement une supercherie afin de tromper les humains et de leur faire une petite blagounette. D'autres sources racontent aussi que si vous attrapez un léprechaun, celui-ci serait obligé de vous révéler où se trouve son trésor. Psst, psst, petit léprechaun, viens me voir. T'es où? T'inquiète pas, je te ferai pas de mal, je te le promets. Je suis complètement sans intention puérile. Héhéhé. Toi là. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas comme c'est là-bas, qui sont là juste derrière moi, là, qui font leur petite course? Regardez le petit blanc là. Voilà, si seulement vous pouvez les voir aussi comme ça. Lors de la présentation des élémentaux de la forêt, je vous disais que j'avais la croyance que les fées peuvent prendre l'apparence d'une libellule ou d'un papillon dans notre monde physique. Alors, pourquoi ne les voit-on pas sous leur forme réelle ? Eh bien, je vais essayer d'expliquer cela au plus simple car c'est assez complexe comme sujet. Tout d'abord, on est d'accord sur le principe qu'il y a des choses que les animaux perçoivent que nous ne pouvons expérimenter et inversement, comme par exemple les couleurs ou les infrarouges. Dans le même sens, il existe plusieurs dimensions ainsi que plusieurs plans subtils qu'on ne perçoit pas en tant qu'être humain. Le monde que l'on perçoit n'est pas le seul existant, c'est une infime partie de la multitude des plans qui coexistent en même temps dans l'univers. De ce fait, nous, et tous les êtres vivants que l'on voit, vivons sur un plan matériel qu'on appelle aussi 3D. Nous avons un corps moteur, nous sommes incarnés dans la matière. Mais, dans d'autres dimensions,
les êtres vibrent sur une autre fréquence et à une vitesse différente. Ainsi, ils ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Les particules qui les composent sont moins denses que les nôtres, ce qui leur permet, par exemple, de changer d'apparence et de traverser les mondes de manière plus aisée. Cependant, les êtres de la nature existent dans une dimension assez proche de la nôtre, ce qui permet à certains êtres humains de les rencontrer tout de même. Pourtant, il y a une vingtaine de siècles, ils étaient beaucoup plus facilement accessibles et aptes à communiquer avec des êtres humains. À cette époque, il n'était pas rare d'en rencontrer au détour d'un arbre ou d'un rocher. Mais c'est là que l'histoire devient sombre. Lors de la christianisation, au 1er siècle après Jésus-Christ, l'Église condamna l'existence des êtres de la nature et accusa toutes les personnes pouvant communiquer avec eux de sorcellerie et de satanisme. Certaines furent même torturées, tuées et brûlées sur des bûchers afin de semer un climat de peur et de dissuader le peuple d'entrer en contact avec eux. Les êtres de la nature étant désormais perçus comme des entités malveillantes et maléfiques, ils ont alors décidé de changer de plan, renonçant ainsi au contact aisé avec les êtres humains et renonçant également à une enveloppe plus proche de notre matière. Ils ont donc choisi une dimension plus éloignée afin de sauver leur peuple et de protéger les êtres humains avec qui ils communiquaient et qui avaient survécu. J'avoue, c'est une histoire un peu glauque, je vous l'accorde, mais tel est fait notre monde de polarité et c'est ainsi. Les choses se sont déroulées pour le mieux finalement. Et aujourd'hui, nous en avons déjà tiré des conclusions, puisque les êtres de la nature se rapprochent à nouveau de plus en plus des êtres humains. Le monde change, les mentalités évoluent et ils le ressentent. Ah, les êtres humains, et leur désir de contrôler même l'incontrôlable. On adore. Et du coup, quels sont leurs buts, leurs rôles ? Leurs buts sont de protéger, d'apporter un soutien et d'aider la nature. Ils aident également à dépolluer l'environnement en nettoyant les énergies des déchets afin que la planète puisse plus facilement se recycler et se régénérer. Ils participent aussi à la réparation, à l'écosystème et à la gestion des forêts. Ils protègent également les animaux et les soignent en cas de blessure. Ils aident aussi des animaux perdus ou abandonnés. Ils participent activement à la biodiversité. Ils accompagnent la nature au gré des saisons, afin de l'aider à transitionner plus facilement dans la douceur. Ils sont également là en aide à la pousse des plantes. Et d'ailleurs, en parlant de plantes, ils peuvent même vous aider dans votre jardin si vous leur demandez et leur créez un espace dédié, mais on en reparlera plus tard. Finalement, ils ont vraiment un rôle de gardien de la terre. Même s'ils sont plus proches des forêts, des grottes, des rochers, des jardins, des clairières, des arbres, ils ont un rôle essentiel pour la prospérité et l'abondance de la planète en général. Ce sont des acteurs directs et indirects de notre bien-être et de nos vies. Et pour ça, on dit merci qui ? Merci les êtres de la nature ! Mais alors, comment est-ce qu'ils font pour gérer leur communauté ? Comment est-ce qu'ils arrivent à vivre en harmonie tous ensemble ? Comme vous l'aurez compris, tous les êtres de la nature cohabitent ensemble et chacun apporte une pierre à l'édifice infini de la vie. De manière générale, les valeurs qui leur sont essentielles au sein de leur communauté sont l'égalité, la justice, la solidarité, le respect, l'amitié, l'entraide, la communication, la simplicité, l'humour. Et ils vivent sous le principe carpe diem, qui signifie cueille le jour présent et sois un minimum préoccupé par le lendemain. Mais si on se penche sur les faits par exemple, il y aura aussi l'élégance, la grâce comme valeur. Alors que si on va chez les farfadets, il y aura des traits également plus distinctifs, tels que l'espièglerie ou la ruse. Au sein de leur espace, chaque être a sa place et son rôle à apporter, personne n'est laissé à l'écart. Tout le monde connaît l'importance et la valeur des uns et des autres. Dans leur communauté, il n'y a pas de personnalité supérieure ou inférieure. Même celles et ceux qui ont des rôles de gestion et de prise de décision savent très bien que tout le monde se trouve sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'adversité, au contraire, ils chercheront plutôt à s'entraider si le résultat peut en être encore plus grand et plus beau. Ils se réunissent de temps à autre pour faire des conseils afin de laisser les uns et les autres s'exprimer sur des potentiels problèmes ou des fiertés personnelles. Chacun a son mot à dire lors de ces événements.
Bien entendu, il y a une légère variation parmi les peuples. Par exemple, les gnomes sont plus solitaires et préfèrent rester sous terre plutôt que de participer à des événements communautaires. Les elfes sont ceux qui sont le plus représentés chez les gestionnaires, et ce sont ceux qui prennent le plus volontiers les devants pour prendre des décisions bénéfiques à l'équilibre de leur harmonie intérieure. Ils ont réellement une appartenance communautaire forte. Ils comptent les uns sur les autres et ne laissent jamais personne derrière. Alors, même si comme pour tout le monde, il y a aussi des querelles, des disputes, bien sûr, ils finissent toujours par se réconcilier et se pardonner autour d'une danse frénétique et d'un nectar de fruits les enivrant jusqu'à la rosée du matin. J'ai une petite anecdote vraiment trop mignonne à vous raconter en plus. En fait, est-ce que vous saviez que les êtres de la nature adorent faire la fête et que tous les soirs, ils se réunissent autour d'un feu et ils dansent. Et d'ailleurs, ils aiment bien boire des breuvages à base de nectar et de fruits. Ils picolent un peu, c'est un peu des alcoolos, mais bon, on les pardonne, hein, c'est vraiment mignon en tout cas, donc voilà. Et du coup, pourquoi est-ce qu'ils vont vers certains êtres humains et pas d'autres ? Ils vont vers des êtres humains qui ont des intentions pures. Et quand je parle d'intentions pures, je veux pas dire par là qu'il faut avoir été parfait toute sa vie, n'avoir blessé personne, s'être jeté sur une voiture pour sauver un enfant. Ah non, on n'attend pas un Superman, hein. Quand je parle d'intentions pures, je veux dire par là que ce qui est important, c'est d'avoir le désir de les rencontrer de manière désintéressée, sans vouloir exercer de contrôle, d'oppression ou toute autre chose. Lorsque vous entrez dans une forêt ou un tout autre lieu dans lequel ils sont présents, il est intéressant de savoir que ces derniers vont procéder à un scan énergétique de votre enveloppe afin de découvrir si oui ou non vos intentions sont pures. Si celles-ci le sont, ils se présenteront plus facilement à vous et vous apporteront de belles choses au sein de leur espace. Cela dit, j'ai une petite anecdote à vous faire passer. Saviez-vous que les enfants sont plus à même de les voir de manière courante ? Ce sont souvent les amis imaginaires avec lesquels les enfants jouent. Donc, je vous rassure, votre enfant n'est pas complètement timbré de lancer la balle chez les voisins. Non. Maintenant, vous savez que c'est juste qu'un petit lutin lui a proposé de faire une petite partie de foot. Enfants, nous avons tous cette possibilité d'être ouverts à des mondes parallèles. C'est tout à fait normal si quand vous étiez enfant, vous pouviez percevoir des choses que les adultes ne comprenaient pas ou ne croyaient tout simplement pas. Si en grandissant, nous ne les percevons plus de la même façon, c'est à cause des croyances, de la société, des blessures inculquées. Nous avons fermé notre chakra du troisième œil, situé au niveau du front, et qui permettait d'être pleinement ouvert à ces mondes invisibles. Cependant, il est tout à fait possible de réouvrir ce chakra en pratiquant des exercices. Je vous invite à rechercher des informations sur le sujet si cela vous intéresse. Pour autant, depuis quelques années, comme dit précédemment, les élémentaux se rapprochent à nouveau de plus en plus des êtres humains afin de transmettre des messages d'écologie et d'optimisme envers la Terre-Mère. Ils se présentent à certaines personnes adultes ouvertes pour leur révéler des secrets, leur exprimer des besoins, leur demander de faire passer des informations. Ils ne demandent qu'à être entendus et écoutés. Ils cherchent simplement à recréer une harmonie et un équilibre entre tous les êtres. Et du coup, on ne peut que les soutenir et leur dire « Merci mon petit ». Comment entrer en communication avec eux ? Pour entrer en connexion avec les êtres de la nature, c'est assez simple. Il n'y a pas de magie. Pas besoin de faire tout un rituel avec des bougies, des potions, etc. Non. Il suffit tout simplement d'avoir l'intention pure et de demander aux êtres de la nature de communiquer avec vous s'ils en ont l'envie. Pour cela, vous pouvez vous rendre en forêt. Asseyez-vous par terre, dans un lieu qui vous attire et vous semble opportun. Prenez quelques grandes inspirations et expirations. Concentrez-vous sur les va-et-vient de vos respirations et recentrez-vous dans votre cœur, votre espace intérieur. Quand vous vous sentez prêt, posez l'intention de rencontrer les êtres de la nature. Ou si vous avez envie d'être plus spécifique et de rencontrer une fée, par exemple, demandez alors au peuple des fées d'entrer en communication avec vous. Faites le calme dans votre esprit et soyez ouvert aux informations qui peuvent se présenter.
Parfois, rien qu'une brise ou un bruit peut vous témoigner de leur présence. Soyez à l'écoute de tout ce qui vous entoure et de ce qui peut se passer dans votre corps. Le plus important, c'est que vous ayez confiance en votre intuition. Faites-vous pleinement confiance. Si un être de la nature communique avec vous, vous saurez que les voix que vous pouvez entendre dans votre tête, vos visions, vos ressentis viennent de leur part. Soyez ouverts à la magie de la vie. Peu importe ce qu'il se passe, c'est un cadeau qui vous est fait. Et si, d'ailleurs, rien ne se passe, c'est tout à fait ok aussi. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt, ou les êtres de la nature n'ont pas envie de communiquer ce jour-là. N'hésitez pas à retenter l'expérience dès que l'envie vous prend. Si cela vous tient à cœur, eh bien, peu importe le temps que ça mettra, il y a des grandes chances qu'un jour cela se réalise pour de vrai. Gardez confiance et n'hésitez pas à demander un peu tous les jours, même si vous êtes chez vous, en voiture, etc. L'essentiel est d'avoir l'intention et d'y croire. Vous pouvez également les attirer chez vous, dans votre jardin ou vos plantes intérieures, afin que ceux-ci s'occupent, protègent votre maison ou favorisent la croissance de vos pousses. Pour cela, vous pouvez leur dédier un espace matériel avec une petite maison ou bien une porte, des champignons, du bois, des roches, des bancs, des puits, des fleurs, disposer des figurines de fées, de farfadets, de lutins, de gnomes, afin qu'ils se sentent comme chez eux. Un pot de fleurs est idéal pour ça. Il existe notamment beaucoup de sites qui proposent à l'achat ce genre de petits objets et qui résistent à tous les temps. Voici, en exclusivité rien que pour vous, le petit jardin que nous avons mis en place devant chez nous. Vous pouvez également leur faire des petites offrandes, telles que des fruits biologiques, du jus, du lait ou de la bière. Il est tout à fait normal que les aliments paraissent ne pas avoir été consommés, même après quelques jours, car ils ne se nourrissent exclusivement de l'énergie de l'aliment. Surtout, amusez-vous et faites ce qui résonne en vous. Écoutez votre intuition et laissez-vous aller à votre propre créativité. Au final, ce qui est important à retenir, c'est de savoir regarder avec le cœur et non pas avec le mental. Ce que les êtres de la nature veulent vraiment nous dire, c'est qu'il est important aujourd'hui de savoir respecter notre mère, la terre, parce que c'est elle qui nous permet d'avoir de quoi manger et qui nous permet de nous loger et tout ça. Enfin, sans la nature, demain, on ne sera peut-être plus rien. Et rien que faire quelques petits gestes aujourd'hui, ça peut changer le monde de demain. On est tous des colibris à notre échelle et c'est très important de le savoir. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait vraiment très plaisir de parler de sujets qui vous intéressent. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je ne vous demande pas de me croire, je vous demande tout simplement de l'expérimenter. Merci à vous.